Il est 2h33, heure locale en Corée du Nord, dans un complexe montagneux à plus de 100 miles de la frontière chinoise. Des techniciens retirent le filet de camouflage d'un bunker souterrain. Ce bunker a été creusé dans le flanc de la montagne et recouvert de camouflage pour tromper les satellites espions américains qui rôdent à des centaines de miles au-dessus. Le ciel nocturne et la couverture nuageuse épaisse sont idéales pour le rush d'activité du royaume ermite. Un énorme camion recule soigneusement hors du puits de mine converti. Ce véhicule massif n'a qu'un seul but, transporter le missile balistique intercontinental Hwasong-15, tout aussi massif. Enfin sorti de sa cachette, le camion commence le processus laborieux de levage du gigantesque missile en position. Avec plus de 40 pieds de haut, le missile est plus grand qu'une maison à 2 étages et a le pouvoir de détruire plusieurs miles carrés d'une ville densément peuplée. L'officier de commandement de lancement utilise un téléphone connecté à une ligne souterraine reliée à Kim Jong-un. Cette technologie téléphonique rudimentaire permet aux Nord-Coréens d'éviter toute écoute par les États-Unis ou leurs alliés. À l'autre bout, le dictateur nord-coréen donne un seul mot. Le missile Hwasong-15 allume son moteur, secouant le complexe de lancement. Le personnel de lancement se protège derrière des écrans anti-explosion ou dans la cabine blindée du camion de lancement, prêt à toute éventualité d'explosion du missile et de son carburant. 2 secondes après, le missile fonctionnel décolle du sol. À 1000 miles au-dessus de la Terre, le système infrarouge spatial des États-Unis détecte immédiatement le panache thermique de l'énorme fusée. Un satellite en orbite basse transmet une alerte immédiate au 2e escadron d'alerte spatiale à la base aérienne de Buckley, Colorado, des unités frères et sœurs à travers l'immense réseau américain et au commandant de la défense antimissile de chaque commandement géographique américain. Un 2e satellite américain en orbite géostationnaire confirme la signature thermique d'un grand missile balistique et émet une 2e alerte d'urgence. L'énorme Hwasong-15 approche du vol supersonique et a percé plusieurs centaines de pieds à travers les nuages pour atteindre le ciel ouvert. Les satellites infrarouges américains se concentrent désormais sur la signature thermique de la grande fusée. La couverture nuageuse a peut-être masqué le décollage, mais la chaleur intense émanant du décollage enflammé était aisément détectable par les capteurs infrarouges. La grande fusée traverse l'air avec un panache thermique de plusieurs centaines de pieds de long et de milliers de degrés. Les satellites américains comparent aussitôt la signature thermique de la fusée nord-coréenne à une vaste bibliothèque embarquée de lancements de missiles référencés. Il y a une correspondance rapide avec 2 lancements de tests de Hwasong-15 de la fin des années 2010. La correspondance est envoyée immédiatement au commandement spatial américain. Le personnel de la force spatiale américaine est surpris par les nombreux avertissements de menaces du réseau spatial et analyse rapidement les données. Néanmoins, les humains sont plus lents que les machines pour vérifier la menace. Le missile nord-coréen est désormais 2 fois plus haut qu'un avion de ligne, avec son moteur principal toujours à plein régime. La force spatiale a confirmé l'authenticité du lancement. Un flash d'urgence est transmis aux forces américaines en Corée du Sud et dans le Pacifique. On ne peut pas déterminer à ce stade la trajectoire du missile. L'alerte est lancée via une ligne directe vers le département de la Défense et la Maison-Blanche. La Corée du Nord a lancé un missile, probablement nucléaire. Le Hwasong-15 s'arrête lorsque son moteur principal manque de carburant. Le missile voyage à plusieurs milliers de miles à l'heure dans la haute atmosphère, avant qu'une série de boulons explosifs, situés juste en dessous des 3/4 du sommet, ne séparent que le premier du 2e étage. Une seconde après, le moteur de la seconde étape s'allume, propulsant l'engin prêt à sortir de l'atmosphère terrestre. Un assistant interrompt une réunion entre le président américain et le dirigeant d'un pays partenaire. Sans temps pour les formalités, le président est presque traîné hors de la pièce pour être informé. La Corée du Nord a lancé une attaque nucléaire. La cible est toujours inconnue. Le président se rend directement dans la secrète et restreinte salle de situation à la Maison-Blanche. Il pourra ainsi communiquer avec les forces américaines mondiales et défendre les données de suivi en temps réel de différents actifs américains. Le commandement spatial américain ordonne aux radars en Corée du Sud et au Japon de suivre le lancement nord-coréen. Les radars Spy-1 sur les navires américains participent à l'important effort de surveillance du missile nord-coréen. C'est pendant la montée dans l'espace que le missile est le plus vulnérable, mais les États-Unis manquent toujours de la capacité de détruire rapidement un missile pendant cette phase initiale. Avec l'avancement des projectiles à haute vélocité et des armes à énergie dirigée, on espère que bientôt, les forces américaines pourront neutraliser un missile durant sa phase vulnérable. Pour l'heure, les actifs américains se contentent d'observer et de collecter des données pour déterminer la trajectoire du missile et quel système de défense antimissile activer. Face à une menace nucléaire avérée, le service secret américain prépare le transfert du président vers un lieu sûr, hautement secret. Si un missile vise la Maison-Blanche, le président a moins de 40 minutes pour évacuer. Les défenses américaines à haute altitude en Corée du Sud, Guam et Hawaï sont activées.
Leur radar ANTP-I2 puissant balayeta le ciel à la recherche des signes du missile. Les batteries d'intercepteurs, conçues pour détruire un missile balistique entrant en phase finale, sont actuellement inefficaces et ne défendent que les zones assignées. Les batteries antimissiles Patriot des bases américaines du Pacifique sont en alerte. Ces défenses à courte portée sont utiles uniquement pour protéger des lieux spécifiques. Les navires de guerre américains équipés d'Aegis dans la région reçoivent la même alerte. Les missiles SM-3 peuvent intercepter des missiles balistiques à courte portée hors de l'atmosphère, mais uniquement en phase de descente. Chaque navire équipé d'Aegis, avec sa portée de plusieurs centaines de miles, peut protéger plusieurs de multiples installations américaines ou des groupes de bataille navales. Le commandement du nord des États-Unis à la base aérienne de Patterson commence les préparations pour activer les défenses Mapamisati Pekostain, Focustain, américaines du territoire. Le système de défense de mi-parcours au sol, composé de 44 intercepteurs, est opérationnel à Fort Greely en Alaska et à la base aérienne de Vandenberg en Californie. Ces missiles ont une portée bien plus grande que celle du Terminal High Altitude Area Defense Mobile ou des missiles SM-3 de la marine et sont conçus pour intercepter une cible en mi-parcours avant qu'elle n'ait la chance d'entrer en phase terminale et qu'elle navigue encore dans l'espace. Toutefois, les forces américaines ont besoin de plus de données et se limitent pour le moment à observer et attendre. La trajectoire du missile indique clairement qu'il ne s'agit pas d'une attaque sur les forces en Corée du Sud ou à Guam. Le Japon n'est pas envisagé comme cible. Hawaï, comme le reste du continent américain, est une cible probable. Le président des États-Unis est informé que, selon la trajectoire et la vitesse du missile, il ne s'agit pas d'un essai de nouveau missile. Les données montrent un lancement avéré contre les forces américaines. Il est probable que la Corée du Nord attaque Hawaï ou la côte ouest américaine. Malgré les missiles de la Corée du Nord pouvant atteindre la côte Est, leur capacité à frapper précisément à cette distance est mise en doute. Le président permet l'usage d'intercepteurs terrestres face à la menace entrante et instruit les navires de la marine américaine près d'Hawaï ou de la côte ouest de se positionner pour mieux protéger les espaces les peuplés. À travers les États-Unis, une flotte d'avions spécialement modifiés est mise en l'air. Ces gros avions sont chargés de matériel de communication et renforcés contre les impulsions électromagnétiques. Ils sont connus sous le nom d'avions du jugement dernier, car leur mission est de garantir que le président des États-Unis peut rester en contact avec toutes les forces militaires américaines, même en cas de frappe nucléaire massive contre le territoire national. Les avions voleront suffisamment haut pour éviter d'être pris dans les dégâts en dessous et fourniront un lien aérien direct entre eux et les stations spatiales et terrestres survivantes à travers le monde. Ils ne redescendront pas tant que la crise persiste, avec une flotte dédiée de ravitailleurs aériens pour les maintenir en vol. Pour l'instant, ils s'installent dans un schéma orbital à travers la côte ouest, la côte est et le cœur de l'Amérique. La triade nucléaire américaine est officiellement en alerte, prête à contrer toute menace, avec la possibilité qu'une autre nation utilise le couvert d'une frappe nord-coréenne pour attaquer les États-Unis avec ses propres armes. L'Amérique doit désormais être prête à mener une guerre nucléaire contre tout adversaire. Des ordres de rappel sont lancés aux unités américaines mondiales, indiquant aux soldats qu'ils doivent immédiatement rejoindre leur poste. Des avions prêts à transporter des armes nucléaires sont préparés pour une possible mission, avec des munitions nucléaires aussi prêtes à être chargées et lancées. Dans les profondeurs obscures des océans mondiaux, la flotte de sous-marins nucléaires américains se prépare à déclencher l'apocalypse sur ordre présidentiel. La deuxième étape du missile Hwasong-15 manque de carburant. La charge utile se sépare de la deuxième étape et ajuste sa trajectoire avec un propulseur chimique. Le missile vole maintenant sans propulsion, profitant de l'incroyable élan engendré par l'énorme fusée à 2 étages et se déplaçant jusqu'à 6-8 miles par seconde. Le commandement spatial américain publie de nouvelles données de suivi sur le missile nord-coréen et confirme la séparation de la charge utile de la deuxième étape. Selon ces nouvelles données, Hawaï n'est plus une cible. L'impact sur la côte ouest américaine du Sud est probable vu la vitesse et l'altitude actuelles. Avec ces nouvelles données, le personnel de la défense antimissile des États-Unis choisit de lancer un GBI depuis la base aérienne de Vandenberg plutôt que Fort Greely, Alaska. 4 missiles fins et longs sont prêts et ont reçu des données de ciblage, mais ne peuvent pas encore être lancés. Ils doivent attendre que le missile ennemi se rapproche avant de lancer. Le président américain est précipité hors de la salle de situation et se dirige vers Marine One, son hélicoptère personnel. 2 attachés rejoignent le président. L'un détient la mallette nucléaire, l'unité qui permet au président d'ordonner l'Armageddon partout dans le monde. Le second porte un grand dispositif de communication semblable à un sac à dos qui sert à maintenir le président en contact avec toutes les branches du gouvernement et de l'armée à tout moment. Au lieu de se rendre à un abri prédéterminé, le président prend l'Air Force One, jugeant le risque d'une attaque nucléaire majeure sur le territoire faible. Depuis Air Force One, il sera protégé des effets d'une explosion nucléaire au sol et maintiendra le contact avec l'armée et le gouvernement. Les forces spéciales américaines et sud-coréennes en Corée du Sud et au Japon
se rassemblent vers les armureries pour préparer une frappe vers le nord. Ces unités d'élite sont en alerte maximale depuis les récentes hostilités du nord. Leurs hélicoptères Black Hawk spécialement modifiés peuvent échapper aux radars ennemis et voler plus silencieusement que tout autre hélicoptère dans le monde. Ils ont une mission, infiltrer les sites nucléaires nord-coréens connus et les neutraliser de l'intérieur. Les avions d'alerte américains et sud-coréens prennent leur envol en prévision d'une offensive totale du nord. Les forces au sol se préparent au combat dans la zone démilitarisée et l'alarme retentit à Séoul. En cas d'hostilité, la Corée du Nord pourrait bombarder Séoul depuis l'arrière de la zone démilitarisée. Elle peut délivrer 10 000 obus d'explosifs par minute à la ville de 10 millions d'habitants grâce à ses nombreux canons. Les superordinateurs américains déterminent la trajectoire, l'altitude et la vitesse de l'ogive nord-coréenne et fournissent ces données au système de défense terrestre. Avec des calculs précis, les ordinateurs calculent une solution de tir et le feu vert est donné pour le lancement des intercepteurs. 4 GBI décollent de leur silo en Californie. Les missiles ne viseront pas l'emplacement actuel de la bombe nord-coréenne, mais son emplacement futur lors de l'interception par une ogive cinétique qui la détruira grâce à l'énergie cinétique pure. Les radars TPI-2 et maritimes, interconnectés, fournissent un flux continu de données de suivi en s'élevant dans le ciel. Les équipages aériens à Guam, au Japon et en Corée du Sud se précipitent vers leurs avions. Les F-15 et F-16 décolleront en premier pour dominer l'espace aérien. Normalement, les bombardiers furtifs B-2 se glisseraient derrière les chasseurs de supériorité aérienne pour éliminer les défenses aériennes critiques et les nœuds de communication. Mais la majeure partie de la flotte de B-2 est au Missouri et n'est pas préparée pour le combat. Le B-52 de l'Air Force est prêt pour une action immédiate. Ces avions nécessiteront au moins 1 heure de préparation, mais en décollant des bases à travers le Pacifique Sud, ils seront en mesure de mettre de l'acier sur cible dans la journée. Les intercepteurs américains sont désormais dans l'espace, se dirigeant rapidement vers le point d'interception nord-coréen. Les intercepteurs ont largué leurs étages d'ascension et ne font que de petites corrections à l'aide de propulseurs chimiques. Une mauvaise solution de tir pourrait les faire rater l'ogive nord-coréenne de plusieurs kilomètres. Dans ce cas, ce sont aux navires Aegis de la marine d'arrêter l'ogive avant qu'elle n'atteigne une ville américaine. Les données actualisées indiquent que la cible est probablement Los Angeles. La première vague des forces spéciales américaines reçoit le feu vert du président américain pour décoller dans leurs hélicoptères Black Hawk modifiés. Ils se dirigent vers plusieurs installations de lancement nucléaire nord-coréennes, soupçonnées d'être prêtes à déployer rapidement. D'autres avions d'attaque au sol de la Corée du Sud sont en route vers leur cible, visant à anéantir toute possibilité pour la Corée du Nord de lancer une autre attaque. Le président américain embarque sur Air Force One. À son arrivée, il demande au Congrès des États-Unis une déclaration formelle de guerre contre la Corée du Nord. L'ogive nord-coréenne se désintègre soudainement en plusieurs fragments plus petits en éjectant un nuage de confettis métallique ou chaff servant à perturber les radars et à compliquer la ciblage de l'ogive. L'ogive est maintenant divisée en 8 morceaux. Chaque pièce pourrait être une ogive distincte ou un leurre pour détourner les systèmes antimissiles de la vraie ogive. Les radars terrestres et spatiaux américains ont du mal à distinguer la véritable ogive des leurres possibles au sein du nuage de menaces. Les radars TPI-2 et X-band maritime sont idéaux pour cette mission et doivent maintenant fournir un cours d'interception adéquat. Les GBIs américains? Des processeurs puissants analysent toutes les données disponibles pour déceler la véritable menace parmi le chaff et les leurres. S'ils échouent, des millions de personnes mourront. Des mesures de très précises isolent les têtes d'armement factices. La Corée du Nord, inexpérimentée avec les têtes d'armement MIRV et l'usage de leurres, n'arrive pas à faire correspondre les têtes d'armement factices au profil d'une vraie lorsqu'elles volent dans l'espace. Avec une bonne solution d'interception, les GBI détachent leurs véhicules d'élimination exo-atmosphérique. Ils atteindront leur cible en 6 minutes. Il ne reste plus qu'à prier maintenant. À l'insu des États-Unis, la Chine a lancé ses propres forces de réaction rapide en Corée du Nord. Des troupes d'élite chinoises entrent dans l'espace aérien nord-coréen en hélicoptère rapide. Ils visent à s'emparer de l'arsenal nucléaire de Kim Jong-un avant une nouvelle utilisation, tout comme les Américains, pour éviter de provoquer la triade nucléaire américaine. L'attaque, avec des troupes américaines et chinoises convergentes, pourrait déclencher une guerre totale entre les États-Unis et la Chine. Les EKV américains traversent l'espace à plus de 4000 miles/heure. Ils sont à quelques secondes d'une interception réussie ou d'un échec majeur. Le premier EKV hurle au-delà du point d'interception, manquant l'arme nord-coréenne de 12 miles. Le deuxième EKV frappe, mais rien. La tête nucléaire nord-coréenne est manquée de plus de 3 miles. Une seconde après le deuxième EKV, le troisième atteint sa cible précisément, se déplaçant à près de 10 000 miles/heure. Un éclair lumineux brille brièvement dans le ciel suite à un impact. L'interception n'engendre pas de détonation nucléaire car celle-ci requiert une séquence d'événements précise. Plusieurs stations au sol et radars navals confirment la bonne nouvelle. 2 ratés suivis d'un coup direct. La menace est neutralisée, les fausses têtes nucléaires vont brûler dans l'atmosphère.
le président américain reçoit une bonne nouvelle dans Air Force One. Il aperçoit encore Washington District of Columbia à gauche de l'avion, mais malgré la fin de la menace, il ne commande pas le retour à la Maison-Blanche. Le conflit vient de commencer et d'autres attaques nucléaires sont encore possibles à tout moment de la Corée du Nord. Sur Terre, à l'autre bout du monde, les armées sud-coréennes et américaines se préparent pour un conflit qui serait le plus désastreux depuis la Seconde Guerre mondiale, rendant la guerre de Corée d'origine comparable à une fusillade de pistolet à bouchon. Des avions militaires américains se dirigent vers le royaume ermite, prêts à larguer de nombreux explosifs puissants sur d'éventuels sites nucléaires, tandis que les forces spéciales américaines et chinoises concourent pour s'emparer de l'arsenal nucléaire de Kim Jong-un. L'armée nord-coréenne lance son gambit d'ouverture à la frontière. Plus d'1 millier de pièces d'artillerie bombardent les défenseurs du Sud. Regardez maintenant la comparaison militaire entre la Corée du Nord et les États-Unis en 2021 ou cliquez sur une autre vidéo.